Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Consommateur. Madame, Monsieur, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Casse-tête pour les parents, dépenses également pour les parents pour affronter cette rentrée scolaire. Alors, comment faire? Où trouver de l'aide également? Et puis, comment responsabiliser et conscientiser l'enfant? Nous allons discuter ce soir avec des personnes ressources sur notre plateau. Ce sont des experts. Mais juste avant de vous les présenter, permettez-moi de vous rappeler la présence de notre bonne vieille famille. Famille Tola, c'est à vous. Ça va pour moi. Vous n'avez pas encore fini. C'est la saison de... Mais tu as rassasié le bout de pain là, qui va manger? Il faut prendre toi à manger. Vu la saison de travail. Il coupe un long pain, il finit pas de manger, il dépose. Et puis qui va venir manger ton restant? Il faut manger. Papa, c'est ton latin. Vous m'attendez pourquoi? Vous m'attendez pourquoi? Ah, si c'est à cause de l'argent que vous m'attendez, je vous ai déjà dit, je n'ai plus rien. Hey, attends, mais papa, on doit manger à midi, non? Et puis, comment on va faire pour arriver jusqu'à l'école là-bas? On ne peut pas marcher, c'est trop loin. Ah, mais c'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez marcher. Non, parce que moi, je vous ai déjà dit que je n'ai plus rien. J'ai pris l'argent là pour mettre dans votre inscription et dans les fournitures. Je n'ai plus rien. Papa, l'école vient à peine de commencer, toi tu te plains déjà des dépenses. Comment nous allons faire sur toute l'année alors? Hey. Attendez, je vous ai écouté. Pour une fois là, je donne raison à M. Tola. Mais votre papa a raison. Il souffre trop. Quand vous regardez dans la maison là, qui fait quoi? C'est lui qui fait tout. Hein? C'est lui qui fait tout. Popoto, c'est lui. Hein, Curtis, quand tu manges à coup, vont là, c'est moi. Facture, c'est lui. C'est encore moi. Et là, c'est grave. Parce que mon courant là, vous faites le courant partout. Et puis, l'eau là, vous ouvrez, c'est chaud, vous lavez, faut toute la journée là. C'est moi. Loyer, c'est encore lui. Oh, quand toi tu ronfles là, c'est dans ta chambre. C'est moi. C'est moi. Quand même, ayez pitié de lui. Donc, nous on est livrés à nous-mêmes, quoi, hein, c'est ça? Et faites ce que vous voulez. Voilà, parce que les enfants de votre âge là, souvent ils mettent la main à la pâte pour aider aux dépenses de la famille. Voilà. Papa, est-ce que tu sais que c'est ce genre de réflexion qui pousse les enfants à abandonner les études et se retrouver à la rue? Un enfant abandonné à son propre sort après son inscription, c'est un avenir gâché et un investissement perdu. Ce que tu dis là, ma fille, ce que tu dis là n'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Tu as bien réfléchi. Salue-moi, ma fille. Bien parlé. Et c'est vrai. Tola, assois-toi. Maman, il a fait quoi? Non, Tola, ce qu'elle dit n'est pas faux. Aujourd'hui, quand on voit les enfants dans la rue en train de mendier, en train de se promener, c'est ça, c'est ce qu'elle vient de dire. Regarde un peu les enfants du voisin. C'est 3 enfants. Il n'y a même pas un enfant dedans qui est capable d'acheter une petite aiguille comme ça pour dire papa, tiens, voilà ton cadeau. Non. Ces 2 garçons sont où? Toujours dans la rue, en train de se promener. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais ils sont dans la rue. Bon, sa fille, elle, je ne parle pas d'elle, c'est pas la peine. Ouh, on ne parle pas d'elle. Non, elle est gâtée. Elle est devenue un jeu de ping-pong dans la main des hommes. Aujourd'hui, elle est avec celui-là, pi. Demain, avec celui-là, pom. Et sa vie, c'est ça. Pi, pom, pi, pom. C'est bon. Je touche du bois. C'est moi qui est là. Pardon, je touche du bois. Mes enfants ne seront jamais comme ça. Jamais. Papa, j'ai une solution pour toi. Vas-y, ma fille. Il faut approcher les parents du voisinage, organiser le transport avec eux, afin que chacun à son tour puisse s'en occuper pour économiser. Préparer le gamelle pour le repas de midi.
au lieu de nous laisser manger dans la rue, les repas mal équilibrés, chers et manquant d'hygiène. Vous pouvez même prendre un répétiteur commun pour nous tous. Ça sera moins cher. Hey, comme ça, le répétiteur que je paye à 6 000 là, je peux payer au moins 1 500. Teddy, ma vie, attends, pourquoi tu as pris mon intelligence comme ça? C'est mon intelligence, elle a pris. C'est quoi mon Pourquoi intelligence? ne pas arrêter ça? Pardon, c'est à moi de Pardon, c'est à moi de Oui, mais c'est à qui tu les as? C'est à moi qui les Oui, c'est à moi que tu les as. Vous deux. Permettez-moi de vous présenter nos différents invités pour ce soir. Monsieur Mea Kwadjo, merci d'être là et soyez le bienvenu. Il est conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur André-Claude Amicia, monsieur, bonsoir. Merci également à vous d'être avec nous ce soir. Il est président de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Merci mille fois et avec grand plaisir, on les retrouve. Mais juste avant, permettez-moi de vous proposer cet élément. Nous avons toujours, en dehors de l'humour, une autre manière de vous camper le sujet. Et c'est un reportage, on se retrouve juste après. Les vacances scolaires sont terminées. Comme chaque année, la période de la rentrée scolaire est un grand moment de stress pour les parents d'élèves. La réussite de l'élève repose sur une responsabilité partagée, celle des parents, celle de l'école et celle de l'enfant lui-même. Chacun doit jouer son rôle. Les parents doivent s'acquitter de certaines obligations. Il faut d'abord régler l'épineuse question des droits d'inscription. Il y a les parents qui ont été prévoyants, mais il y a également ceux qui attendaient un prêt bancaire ou qui comptaient sur le salaire du mois de septembre. Conséquence, certains élèves commenceront avec un retard sur leurs camarades. Premier handicap. Comment l'enfant se rend-il à l'école? Comment se nourrit-il? Car un élève qui n'a pas une alimentation correcte aura du mal à être attentif en classe. À la maison, il est important que l'élève dispose d'un espace tranquille pour étudier et que son travail soit suivi par ses parents. Certains parents ont la fâcheuse habitude de consacrer trop de temps aux programmes de télévision en compagnie de leurs enfants. Conséquence, certains élèves n'ouvrent jamais leur sac d'école à la maison. Par ailleurs, les parents doivent avoir à l'esprit que le suivi du travail de leurs enfants ne s'arrête pas à la maison. Ils doivent entretenir une relation étroite avec l'école. Malheureusement, de nombreux parents ne répondent pas aux réunions convoquées par l'école. Dans certains cas, ils se font représenter par le personnel de maison à la grande désolation des responsables des écoles. Tout comme les parents, la réussite de l'élève repose également sur l'école. Les établissements scolaires doivent offrir un minimum de sécurité et de salubrité aux élèves et disposer d'enseignants qualifiés dotés d'un matériel pédagogique disponible. Les programmes scolaires doivent pouvoir être exécutés sans entrave afin d'offrir aux élèves les connaissances attendues. Une question reste une préoccupation essentielle, celle de l'accompagnement des élèves en difficulté. La réussite de l'enfant à l'école, comme on le voit, reste une préoccupation qui s'impose aux parents, à l'école et à l'enfant lui-même. Synergie de tous pour le bonheur de nos enfants. Monsieur Mea Kwadjo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur, quelles sont vos prérogatives? Merci madame. En tant que conseiller technique, je fais partie de l'équipe du cabinet qui accompagne le ministre de l'Éducation nationale dans le pilotage global du système. Très bien. Monsieur André-Claude Amicia, alors dites-nous, vous êtes président de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et étudiants. Quel est votre rôle? C'est le rôle d'un parent. Le rôle du parent, c'est comme tout parent. J'ai un enfant, je suis parent, mais notre rôle à nous, c'est d'être parent d'élèves. Et parent d'élèves, comme on le dit à la FAP, Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants, être parent d'élèves, ça s'apprend. Et on apprend à être parent d'élèves. Parce qu'il arrive qu'on soit parent par hasard ou par accident, mais on ne devient pas parent d'élèves par hasard parce qu'on a pris la décision d'inscrire un enfant à l'école et donc nous sommes responsables. Et en tant que responsable, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir pour que l'enfant réussisse demain.
Merci. Priorité est toujours faite au grand public, notre micro-trottoir. C'est un père de famille qui a une préoccupation certaine. Nous l'écoutons. Je me rends compte aujourd'hui que la responsabilité en tant que parent n'est pas seulement d'inscrire nos enfants à la rentrée scolaire. La responsabilité commence d'abord par la prise en charge à la maison. Et notre inquiétude aujourd'hui, c'est de savoir comment devons-nous faire pour que nos enfants puissent réussir leur année scolaire. Monsieur Miakwadjo, comment faire pour que l'enfant réussisse? S'il pose la question en tant que parent d'élève, moi je l'ai fait comme lui, commencer par inscrire mon enfant. Ensuite, m'assurer que mon enfant, tous les jours, va avoir la possibilité de se déplacer de la maison à l'école et de l'école à la maison, et que son alimentation et sa santé sont garanties. Après, il y a la vie que mon enfant mène ou va avoir à mener à la maison. Il faut qu'il y ait un espace et un temps pour lui, pour ses études. Il faut également, si l'enfant ne vit pas chez moi, que je m'assure qu'il va être hébergé dans des conditions saines et des conditions de sécurité. Et m'assurer également que s'il a un tuteur, que son tuteur est en de bonnes dispositions pour prendre sa charge. S'il n'a pas de tuteur et qu'il vit dans un foyer, que le loyer du foyer, que l'alimentation, que tout cela, j'ai les moyens de les prendre en charge. Et comme M. Amichal le disait, dans mon métier de parent d'élève, c'est ma responsabilité de faire en sorte que tout cela soit assuré. Sans quoi, à mon avis, l'année scolaire ne peut pas déboucher sur de la réussite. Très bien. M. Amichal, votre point de vue est pas... J'ajouterais que je suis à 100% d'accord avec M. Meya, mais que le parent lui-même doit aller à l'école. Alors, aller à l'école, bien sûr, c'est entre guillemets aller à l'école. Le parent d'élève doit pouvoir savoir ce que l'on fait à l'école. Bien entendu, si on parle de mathématiques et que lui, il est, entre guillemets, illettré, il ne comprendra pas ce qu'on fait là-bas. Mais il doit être présent à l'école parce que ce que l'on dit à l'école ne doit pas être le contraire de ce que lui dit à la maison. Ce qu'on lui apprend à l'école, outre les mathématiques, les sciences et autres, lui doit pouvoir savoir qu'il a amené son enfant dans une école qui lui apprend ce que lui souhaite sans doute, mais ce qui est bon pour son enfant. Et pour cela, il faut que le parent soit présent à l'école. Comment il peut être présent? À la FENAPEC surtout, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'enseignement catholique, il y a dans chaque établissement un bureau de parents d'élèves. Chaque établissement. Et ce bureau de parents d'élèves a une réunion mensuelle avec la direction de l'école pour être au courant de ce que l'on fait à l'école ou des problèmes qui se posent à l'école, afin que, participant à la vie de l'école, le parent puisse apporter sa contribution pour que nous trouvions les solutions adéquates pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions d'apprentissage. Voilà qui est clair. Alors, être parent, c'est également être disponible. Beaucoup de parents ne le sont pas. Il faut être disponible. C'est vrai que le papa se lève à 5 h du matin, il revient à 22 h, à peine s'il voit son enfant, si ce n'est le week-end. Mais le parent doit trouver le temps qu'il faut pour suivre son enfant. S'il a d'abord fait un enfant et qu'il a mis son enfant à l'école, ce n'est pas pour que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent. Il faut qu'il trouve le temps et qu'il soit disponible pour voir, écouter et accompagner son enfant. Et cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à sa place. Il faut qu'il soit à l'école. À la FAP, on dit que c'est nécessaire que nous apprenions à être parents d'élèves. Et apprendre à être parents d'élèves veut dire qu'il y a certaines astuces que nous devons avoir pour suivre et les devoirs, pour suivre et la fréquentation de l'enfant, mais pour suivre aussi ce qui se fait à l'école. D'accord. Nous avons notre intervenant et là, il s'agit d'un parent d'élève. Mes enfants ont beaucoup de difficultés à l'école. Ils ne maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture. Je veux donc savoir qu'est-ce qui est fait par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner les enfants en difficulté. Monsieur Miakwadjo, qu'est-ce qui est fait? Pour accompagner les enfants en difficulté, le ministère recommande la prise en charge de tous ces enfants-là à l'école primaire par le maître de la classe. Le maître, il connaît son enfant, son élève. Au bout de 2 ou 3 semaines de cours, il a pu mesurer quel est son niveau par rapport aux progressions normales de la classe. Il a pu mesurer quel est l'écart qui sépare le niveau de l'enfant du niveau auquel il devrait être dans la progression. À partir de ce moment-là, c'est lui qui est à même d'organiser sa prise en charge et son accompagnement. Malheureusement, le dispositif
actuelle est telle que l'emploi du temps laisse des plages, mais ça peut ne pas suffire. Et donc, comme M. Amichal le disait, si le parent est en contact régulier avec l'école, le maître s'ouvre à lui sur la question et les deux, la famille et le maître, organisent la prise en charge et le suivi. Ça peut être payant, mais il vaut mieux que ce soit le maître de l'enfant qui prenne de l'argent et qui accompagne son enfant parce qu'il le connaît, plutôt que quelqu'un d'autre qui peut avoir toutes les qualifications possibles, mais qui n'en a pas la compétence, puisqu'il ne suit pas l'enfant. Et donc, les apprentissages qu'il fait faire à l'enfant ne sont pas nécessairement la suite ou le complément de ce qui se fait en classe. Dans l'enseignement secondaire, c'est exactement le même schéma que nous recommandons, à savoir l'accompagnement des enfants en difficulté par l'équipe pédagogique. Ils ont décelé les difficultés auxquelles l'enfant est confronté et ils s'organisent, le prof de maths, le prof de français ou le prof de sciences physiques, chacun selon les difficultés qu'il aura mesurées, et on prend l'élève en charge. Mais ça également, ça peut être payant. Ce que nous déplorons et que nous condamnons, c'est le fait que dès le premier jour de la rentrée, le professeur arrive et qu'il décide, sans avoir pris soin de s'assurer du niveau des enfants, qu'il décide que tous les élèves doivent être soumis au cours de renforcement. Même si parmi eux, il y en a un qui va avoir 17 de moyenne, ça ne fait rien, il faut prendre les cours de renforcement et les payer. Ça, nous condamnons. Pour ajouter un petit mot, en étant totalement d'accord avec ce que M. Mia vient de dire, il faut noter qu'il y a des classes où l'enseignant a beau vouloir faire tout ce qui est humainement faisable, il ne réussira jamais parce qu'au lieu d'avoir une classe de 30 ou 40, il a une classe de 100, 120 élèves. Alors, lorsque vous voyez 120 élèves, vous n'avez pas envie de donner même les devoirs. Parce que si vous donnez les devoirs, il faut corriger 120 copies. Et les 120 copies, il va les corriger à la va-vite. Et on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas bien suivis. Et donc, difficulté pour eux. L'interlocuteur disait tout à l'heure, l'enfant ne sait pas écrire. Quand vous êtes 4 sur une table qui ne peut prendre que 2, c'est difficile que l'on construise des salles de classe. Ce sont les problèmes vécus que vous confirmez, M. Maire? Ça existe, mais ce sont des cas extrêmes en matière de construction de salles de classe, de manière à réduire les effectifs. En matière de recrutement d'enseignants, pour cette seule rentrée scolaire, vous savez que pour le primaire, nous avons traditionnellement 5000 instituteurs qui sortent des CAFOP, mais le gouvernement vient de recruter également 5000 autres qui sont en formation, de sorte que pour l'année scolaire, là, nous aurons sur le terrain 10 000 enseignants du primaire. Ça va contribuer à réduire les effectifs parce qu'il y a des salles de classe qui sont construites, mais ça va faire également une autre décharge. Les parents d'élèves par endroit, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, sont astreints à des cotisations pour payer des enseignants bénévoles. Le recrutement des 5000 enseignants supplémentaires vise également à soulager les parents dans cet effort. Sur ce chapitre également de soulager les parents, je pourrais ajouter que dans les mesures sociales du gouvernement dont relève le recrutement exceptionnel des 10 000 enseignants, il y a également la fourniture de 517 000 tables bancs, parce que c'est un autre chapitre de dépenses des parents. Régulièrement, nous sommes confrontés dans nos établissements à l'absence, sinon à l'insuffisance de tables bancs. Et donc, les 517 000 tables bancs qui vont être livrés vont soulager nos élèves, mais également les parents d'élèves. Très bien. Notre dernier intervenant, c'est un enseignant. En tant qu'enseignant, aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'amertume dans nos établissements scolaires que des élèves sont peu soucieux de leurs études et donc sont beaucoup turbulents dans les établissements, dans les écoles, dans nos classes. Alors, la question qui se pose est de savoir comment redonner le goût aux études à nos enfants, à nos élèves et permettre à ceux-ci de prendre conscience de leur avenir. Comment vous vous y prenez au ministère? Dès l'école primaire, nous faisons en sorte que les enfants prennent conscience de l'importance des études. Nous fournissons pour toutes les écoles publiques du pays, du CP1 au CM2, fournissons des kits scolaires et des manuels. Les kits sont composés d'éléments fongibles, cahiers, crayons, stylos, gomme. Et les manuels, c'est tout ce qui est en usage comme livres, lecture, mathématiques, éducation civique et morale, histoire, géographie et sciences.
Donc nous faisons en sorte que dès que l'enfant met les pieds dans l'école, il voit tout le sérieux que le gouvernement met pour accompagner l'effort des parents. Et une fois qu'ils arrivent en collège, on continue de les prendre en charge. Là, il n'y a plus de kits, mais les meilleurs parmi eux sont récompensés par des bourses. Et il y a également le fait que dans chaque établissement, nous disposons d'une équipe d'encadrement constituée de fonctionnaires sociaux, de conseillers d'orientation, de conseillers d'éducation, qui sont là pour prendre en charge et accompagner les enfants afin que les conditions pédagogiques soient les meilleures possibles. Mais c'est difficile. Nos enfants nous donnent l'impression qu'ils considèrent que tout se vaut. Les amusements, les distractions, les sorties, les virées et les études, pour eux, tout ça, c'est probablement au même niveau. Voilà pourquoi, 2 semaines avant les congés, ils disparaissent. Ils décrètent qu'ils ne reviendront dans l'établissement et ils le font effectivement, ils ne reviennent que 2 semaines plus tard. À partir de ce moment-là, tous les rythmes d'évaluation que nous avons prévus, parce qu'on évalue des enseignements quand il y a matière. Et lorsqu'il n'y a pas le temps d'enseignement, donc il n'y a pas de matière, on ne sait pas comment évaluer. Donc au lieu de faire 3 évaluations, on n'en fait qu'une seule. C'est pour cela que M. Amichab disait que probablement la solution doit être dans le dialogue permanent entre les parents et l'administration de l'école. Vous, en tant que parent d'élèves, vous ne sentez pas que c'est important que l'enfant réalise qu'il travaille d'abord pour lui-même? Oui, nous avons ce qu'on appelle l'école des parents et on apprend aux parents à développer cela au niveau de leurs enfants. Que l'enfant sache qu'il ne va pas à l'école pour papa et maman. Et l'enfant qui sent que le parent ou les parents s'intéressent à ce qu'il fait, finira par savoir que papa, lui, il travaille. Maman, pareil. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il saura que s'il travaille, il sera ministre, directeur et autres. Mais s'il ne travaille pas, il sera bon. Très bien. Alors, vos propos pour conclure, je vais commencer par M. Mea Kwadjo. Je reviendrai volontiers sur le dialogue nécessaire, permanent, entre les familles et l'école. À l'école, nous sommes chargés de bâtir le citoyen dans un État laïque. Et ce citoyen-là, nous le construisons à partir d'un minimum de connaissances qui doivent être absolument communes. Si le parent n'est pas en contact avec l'école, il ne saura jamais quelle est la nature du citoyen que nous devons construire et à partir de quoi, lui, parce que nous sommes une diversité dans notre pays, le citoyen, il est un, mais en même temps, il profite de la diversité culturelle qu'il y a dans le pays. Il faut que le parent sache qu'est-ce que nous faisons à l'école pour que lui, il puisse, la construction étant la même, que ce qu'il fait à la maison ne soit pas parallèle, mais que ce soit dans la continuité de ce qui se fait à l'école. Donc, vraiment, nous recommandons fortement que les parents ne nous laissent pas à nous seuls, système éducatif, la charge de la construction du citoyen ivoirien. Très bien, merci à vous. Et vous, M. Michel? Je suis totalement d'accord avec M. Mea. Il faut que cette collaboration école-parents soit du concret pour que nous puissions bâtir effectivement ce pays-là comme nous le souhaitons. Cela va pas, pour nous en tout cas, parents d'élèves, que nous soyons présents à l'école et que nous sachions ce que l'école veut enseigner à nos enfants. Monsieur, je vous remercie infiniment. Alors, madame, monsieur, on a pour habitude dans cette émission de vous parler d'astuces. La synthèse de ce que vous devez retenir en ce qui concerne cette émission. 2 points essentiels. L'anticipation et la responsabilité. Responsabiliser qui? L'enfant. Anticiper l'année scolaire, c'est toujours à échéance précise. Il faut prévoir bien à l'avance les différentes dépenses, il faut les organiser, il faut les ordonnancer, ne pas être surpris. À la rentrée scolaire, c'est ce que l'on appelle anticiper. Régulièrement, il faut garder de l'argent, être toujours à l'affût, rechercher les bonnes affaires. Il faut que l'enfant sache qu'il travaille pour lui-même. Il faut également que l'enfant, si vous avez la chance d'en avoir plusieurs, que l'aîné sache qu'il faut absolument qu'il maintienne son matériel dans de bonnes conditions pour que ses petits frères et sœurs puissent en bénéficier, pour soulager les parents également. Et puis, on voudrait que l'enfant soit studieux. Il peut même trouver un job de vacances pour épauler les parents. Voilà un peu les astuces que nous aurons à vous donner pour cette rentrée scolaire. Monsieur Mea Kwadjo, je le rappelle, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique
et de la formation professionnelle, et M. André-Claude Amicha, président de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et étudiants. Messieurs, mille merci à vous. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci bien. Bonne année scolaire. Merci à vous également. Madame, monsieur, chers élèves, bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Bonsoir.